KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Le bruit de la course changeait de timbre. Une vitesse frénétique perçait les gares. Des immobilités d'hommes et de mâles volaient en sens inverse, avec des lettres en bleu qu'on n'avait pas le temps de changer en noms de ville, aussitôt rejetés derrière l'épaule, comme des noyaux de fruits mangés. En face d'Augustin, son père, ayant fumé la dernière cigarette et jeté le papier jaune du Scarfaretti, étendait sous la banquette ses longues jambes, tandis que ses regards, traversant le plafond du wagon, fuyaient entre deux valises vers le ciel crépusculaire, Dieu savait où. Ils se taisaient tous deux, s'étant dit tout ce qu'ils pouvaient se dire, et l'habitude qu'ils avaient d'être ensemble nourrissait sans parole leur communauté d'âme. Toutes les variétés de l'espérance, de l'élation et du bonheur avaient peu à peu succombé au coup mutilé des sensations nouvelles, et même il ne restait de celles-ci que leur partie commune, l'élargissement et l'étrangeté. Paris fut là. Augustin, son père et leurs valises s'écoulèrent dans un fleuve humain, composé du ruissellement de tous ces hommes et de bien d'autres, sous les grands édifices de verre, de fonte et de nuit. Des gens savaient leur chemin dans ces remous, presque tous. Quelques-uns d'une sécurité inerte, des porteurs chargés de très belles valises, au nom d'hôtels d'Italie ou d'Égypte. Les messieurs propriétaires des valises le savaient aussi, d'une indolente science, partie infime de la notion beaucoup plus vaste des grands parcours internationaux. Des messieurs en par-dessus de voyage et une jeune fille de type anglo-saxon, blonde et de très grande taille, regardaient une locomotive immense qui poussait de grands sanglots métalliques à des intervalles mathématiquement égaux. Augustin s'aperçut qu'il remorquait, sans qu'il sût pourquoi, ce petit incident perdu. Les conversations paternelles de la dernière demi-heure lui revinrent. Si nous prenons la malle avec nous dans la voiture, c'est 40 sous et 5 de pourboire, et une demi-heure d'attente probablement. Si nous la donnons à Duchemin, c'est 50 sous et 6 de tramway. Nous prendrons la voiture. Le fiacre les mena au petit trot, sous une traditionnelle bruine, le long de boulevards sans nom, qu'on quitta pour des rues sombres et populaires. Aux maisons d'angle, des plaques bleues, peu lisibles, épaississaient l'étrangeté des sites par les éclaircissements eux-mêmes obscurs. Monsieur Méridier ne manquait pas d'offrir quelques identifications ténébreuses qui, la minute d'après, renforçaient l'anonymat de Paris. Le fiacre longeait des maisons jaune-brun, d'une odeur de misère, des marchands de vin, des boutiques de légumes et des boucheries fermées. Ils furent arrêtés par un embarras de camions et de baladeuses. De tristes passants rapides les frôlaient. Un vieil homme pris de vin, en blouse blanchâtre, eut le temps de développer, juste contre leurs roues, des réflexions pâteuses. Augustin entendit « Tout ça, c'est problème. Ce qu'on étudiait, ils savent. Moi, je sais pas. » Ce détail perdu dans la pauvreté des très grandes villes resta longtemps épinglé à ses premiers souvenirs de Paris. Ils s'évadèrent par des rues fort désertes, coupées d'embranchements moins peuplés encore, creusées à travers de véritables solitudes monastiques. Une vie multiple et ancienne leur soufflait des possibilités innombrables et austères et sans bonheur. « Ah, dit le père, voici le Panthéon. » Il formait dans le ciel une tache mate, haute et ronde, qui semblait une variété de la nuit. On entrevoyait des édifices d'un curieux Moyen-Âge, derrière des murailles aveugles. Le fiacre s'arrêta. Ouverte, la porte cochère montra un jardin à perspective courte, avec des colonnes en fonte et un jet d'eau sur la pelouse de droite. Un bec de gaz d'avant au air sifflait dans une lanterne, au centre d'ondes successives de jaune et de nuit. Un homme, en bourgeron bleu, traîna la malle et dit « Pour quelle classe ? Première supérieure préparatoire ?
Monsieur le proviseur reçoit demain toute la journée. Venez plutôt le matin. Venez plutôt vers 8 heures. » Après ces précisions concentriques, il cracha, reçut 20 sous et ferma la porte. Augustin et son père reprirent la valise et la portèrent à un petit hôtel sordide que le professeur avait occupé pendant son année de bourse d'agrégation. « Elle n'est pas trop lourde, papa ? Nous l'avons allégée de nos repas, comme dans la vie d'Ésope. » Toutes les traîtrises que recèlent les actes de débarquer, de prendre une voiture, de calculer les pourboires, de décharger malles et valises s'étant laissées désarmer, et toute angoisse apaisée, Augustin eut conscience d'une légèreté heureuse dans la démarche de son père. Paris lui offrait une acceptation de sa personne qui allait presque jusqu'à l'accueil. Et il se laissait glisser de nouveau sur les pentes de l'avenir. La rue, droite et large, ruisselait de lumière. L'enfant reprenait le sentiment de ses puissances et de quelque chose comme une solitude, comme le chaos bariolé des premières foules. Il pleuvait tout à fait, de cette sorte de pluie qui glisse sur le vernis et la soie du bonheur, sans parvenir à les mouiller. Des phrases 100 fois dites réapparaissaient, par pure monotonie de joie. « En latin et grec, tu es très au point. Les raffinements viendront tout seuls. » En français et philosophie, la maturité est question de temps, que les efforts hâtent peu, pourvu bien entendu qu'on ait le don qui ne t'a pas été refusé. Et l'on verra ce que l'on verra. Ainsi il s'en allait sous l'averse douce et dorée. Ils dînèrent dans un petit restaurant du boulevard Saint-Michel, d'éclairage étincelant et de prix minime, confondant confort et clinquant par désarmement devant la vie. Désarmement inégal, radical et de naissance chez le professeur, dont le métier ne faisait qu'imiter l'âme, provisoire chez Augustin, et qui céderait sous des poussées venues de plus loin, d'un autre canton de sa race. Le garçon enroué, cordial et boutonneux, portait des plaques de pelade dans ses moustaches. « Voilà, dit-il, en les plaçant contre le vitrage. C'est le meilleur endroit pour voir les dames. » Ils choisirent un potage vermicelle, un merlan frit, hésitèrent entre une longe de veau marengo au cèpe et du poulet cresson. D'autres noms de mets magnifiques sur la carte violette, tirée à la gélatine, imitaient la poésie des inscriptions illisibles. À mesure qu'avançait le dîner, une déception tentait, sans grand succès, de mordre sur leur idéalisme. Les noms étaient peut-être les mêmes que pour la cuisine maternelle, plus prétentieux seulement. Mais la substance de ce que l'on mangeait, l'honnête, succulente et généreuse substance de mouton gras et de feu de bois, un simple reflet d'elle-même la remplaçait. Un pur rien, une saveur négative, un goût de carton-pâte, qu'une traîtresse tranche mince leur abandonnait sur la langue en mourant. Ils s'accordèrent en fin de repas une glace vanille qui sentait l'eau. Paris roulait au verso des vitrages, derrière l'écran des rideaux au crochet et des plantes vertes. Traversant un grondement continu, certains sons brutaux à cassure nette, timbres de tramway ou cornes de véhicules mécaniques, transportaient vers des régions inconnues quelques parties infinitésimales de la formidable vie. Ils refusèrent le café, versèrent 6 francs 30 dans les mains du garçon aux moustaches lacunaires et retrouvèrent dehors une pluie plus légère, sous laquelle ils s'enfurent jusqu'à l'hôtel. Le père manipulait un exemplaire nouveau de l'éternelle cigarette. Les souvenirs remontaient en foule du fond de son immatérielle jeunesse. Il en reconnut quelques-uns, au coin même de ce kiosque à journaux, qui leur faisait face, non loin d'un café célèbre. D'autres n'avaient pas assez de force pour dépasser les limbes intérieures. Il restait d'étranges petites choses molles, faites de résurgence et d'oubli, d'actuel et de passé. Le professeur appelait sa bourse d'agrégation. « Tu n'en auras pas besoin, tu auras mieux. »« Tu recevais combien, papa ?»« 120 francs par mois. J'en envoyais une trentaine à ta grand-mère, que tu n'as pas connue. C'était certainement la pauvreté. Ici, ce geste de distinction et de renoncement mêlé qu'Augustin connaissait trop.
la grande pauvreté. Je n'ai pas rien, ni argent, ni événement. Il ne se passait rien dans ma vie. Ailleurs peut-être oui, mais dans ma vie non. Une fois par semaine, le samedi ou le lundi, je me rappelle plus. À cause du feuilleton dramatique, j'achetais le journal des débats, un numéro de couleur rose. Je n'allais pas au théâtre autrement. Aussi la vie parisienne m'a-t-elle toujours semblé de consistance théâtrale et de teinte rose. C'est tout ce que j'ai su d'elle. Mais l'Antiquité me donnait mes revanches. Le renouvellement des études historiques ne datait pas de si loin que nous n'en goûtions encore la fraîcheur. C'était la fin du temps de Fustel, celui de Gaston Paris, celui de Boissier. J'ai regretté, continuait-il, d'avoir été reçu dès ma seconde année, trop tôt. À 50 mètres d'ici, pourrissaient les baraques Mangerson, véritable zone de fortifs, dans les restes de l'ancienne Sorbonne. Le latiniste Riemann y professait. Il est mort en Suisse, d'un accident de montagne. Ce n'est pas une mort de latiniste. Je lui dois infiniment. J'aimerais revoir avec toi ces baraquements, mais eux aussi ne sont plus. Ils durent emprunter un instant, à cause de la pluie, l'abri d'une tente de café. Augustin pénétrait ainsi l'âme de son père, y retrouvant sous toute la culture ultérieure le fond triste et délicat. « Je suis injuste, continuait M. Méridier. Je garde aussi, envers Paul Desjardins, une grande dette profonde. Mais je ne sais pourquoi, ce soir, je préfère mon passé classique. » La même intuition leur vint à tous deux. Le père l'exprima, parce qu'il est le seul que nous ayons partagé. Mais il mêla les matières où se jouaient ses souvenirs et sa rêverie. J'aimerais savoir ce que fait ta mère en ce moment, au milieu de quelle besogne elle se débat en pensant à nous. Puis une émotion tout à fait imprévue. Quel que soit le temps qui me reste, tu seras là pour les petits. Et comme il voyait Augustin tout raidi de douleur subite, il ajouta d'un demi-sourire « J'espère que tu n'auras pas à le faire trop tôt. » Quand ils se réveillèrent le lendemain, dans la franche pluie des rentrées, le jour gris-jaune leur montra 2 lits d'un affreux acajou, des dessus de lit en dentelle pourrissante et un baldaquin du temps de Balzac. La chambre sentait une mince odeur bizarre et inexplicablement fade. Ils ouvrirent la fenêtre pour la chasser. Le spectacle, bien qu'Augustin le devinât banal et semblable à celui de tous les autres matins, leur parut triste, ce qu'il était, et de plus tout à fait particulier et spécial à ce jour, et tel qu'on ne pouvait vraiment le voir qu'une fois. Il faisait corps avec des impressions de rentrée, de séparation, de partie de vie révolue, et à quoi se mêlait la souffrance causée la veille au soir par les paroles de son père. Tout cela n'était ni plaisant ni douloureux, grave seulement, au-dessus du plaisir et de la douleur. Longtemps après, quand Augustin voulut retrouver cette maison, rien n'en restait. Disparu l'hôtel Borgne, charrié en de lointains et poussiéreux décombres, eux-mêmes dissipés dans les terrains des diverses banlieues. 8 étages de meulière, de calcaire de Beauce et de ciment armé le remplaçaient. Ce côté est la partie noble de l'édifice. J'habitais par derrière, je te montrerai. Ils décidèrent d'explorer le revers. Ils s'y rendirent par des couloirs à carreaux rouges, sur lesquels respiraient des cabinets infermables. L'odeur ne venait pas de là, bien qu'elle crût à chaque pas. La chambre où nous avons couché coûtait 40 francs par mois. Celle que nous allons voir, 20 francs. Un garçon frisé, au cou gras et trop blanc, granulé de petites vérolles, caressait le carreau rouge avec un manche à balai habillé de chiffon. Ils glissèrent la tête par l'ouverture des portes. « Vous pouvez entrer » fit le garçon frisé. Un haut mur strict barrait une courette à si courte distance
que le garçon l'eût touché par la fenêtre. Un haut mur strict barrait une courette à si courte distance que le garçon l'eût touché par la fenêtre, avec le manche de son balai. Par-dessus le mur, des cimes d'arbres oscillaient dans un ciel jaune où couraient des vapeurs. « Le jardin des feuillantines », dit le père. « Celui d'Hugo. » Mais Augustin ne pensait qu'à l'odeur. On l'apercevait là, dans la pureté de l'état naissant, mêlée à rien d'autre. La poussière l'atténuait sans en changer l'essence, comme l'eau tempère le goût du vin. Doucereuse, repoussante, indescriptiblement sournoise et évoquant le bouge, elle s'atténuait pour reparaître. Si Augustin changeait de place, faisait un pas ou un geste, ou simplement y repensait. De consistance variable, tantôt mince et diluée, tantôt concentrée en empattement, d'épaisseur presque touchable, elle étalait dans l'arrière-gorge, au centre des nausées, une onctuosité narquoise, une sorte de crème infâme et permanente, de substance inconnue, d'une fadeur à s'évanouir. Mais enfin, qu'est-ce que ça sent ici ? Soit qu'il devinât des voyageurs de passage dont le séjour ne pouvait être abrégé par ce renseignement, ou qu'il y vit le moyen d'exprimer son mépris pour tous ceux qui, juchant à son propre échelon social, se faisaient néanmoins servir par lui, le garçon frisé, émit sans hésitation un diagnostic compétent et froid. Ça sent la punaise. Cela ne sentait pas ainsi autrefois, dit le père, pour autant qu'il me souvienne. Ça sentait un peu, dit le garçon frisé. Ça sent davantage depuis qu'il vient des Russes. C'était rudimentaire sans doute, continuait M. Méridier sans répondre, comme toute chambre à 20 francs. 35, rectifia le garçon. Augustin n'aurait jamais cru que son père pût descendre à cette bassesse sociale, où l'université laisse se dégrader les intellectuels pauvres. Perdu dans ses évocations gréco-latines, son père n'avait pas dû s'affecter beaucoup de cette horreur, ni peut-être même la sentir. Il fut entendu avec le proviseur qu'il entrerait en première supérieure préparatoire. Pourquoi se hâter ? La préparation avait aussi son rythme. Suivait des conseils de simple bon sens, pour lesquels le proviseur semblait quêter l'approbation de son père. Ils avaient l'air de 2 médecins consultants. Le vieux monsieur décoré, qui parlait à Augustin, regardait avec intérêt son maigre et sérieux visage. « Et puis, dit-il, changeant brusquement la conversation, pas d'excès de travail, n'est-ce pas ? Du sommeil, beaucoup de sommeil. Une veillée facultative existe. Je soulèverais mes internes, si je la supprimais. Je n'ai jamais vu les très bons élèves en avoir besoin. » Le premier feu de bois de l'année sifflait derrière leur dos. Un luxe administratif, rouge sombre et grenat, régnait dans la belle pièce grave. L'université imitait, quand il le fallait, la grande bourgeoisie. Ils s'en furent au Louvre, à Notre-Dame, et aussi, comme le père continuait à rechercher ardemment sa jeunesse, tournèrent autour de la bibliothèque Sainte-Geneviève. M. Méridier ne s'y trouvait plus. Augustin commençait de sentir autour de lui une force d'une complexité extrême, intellectuelle, économique, morale, pompant les sucs d'une immense histoire, escomptant d'infinis futurs. Quelque chose de sa vie intérieure grossissait, au fond de lui, à cette étonnante mesure, parce qu'il sentait le désir d'absorber le plus possible du contenu de cette force, tout l'art et toute la philosophie et toute l'histoire. Il avait besoin d'un précis rappel du bon sens calculateur qui fournissait les seconds moments de sa nature. J'ai dû chercher de l'eau. À la messe de Saint-Étienne-du-Mont, ils se tinrent debout près de la balustrade du fond. Peut-être le père désirait-il éviter les 4 sous de chaise. Loin du cœur, tenu au bout d'une longue laisse, l'esprit d'Augustin vagabondait. Un ouragan de distraction soufflait dans sa pensée. Jamais la clochette n'avait paru plus froide et plus lointaine, ni plus comble et plus confuse l'immensité de ses futurs. Un huissier à chaîne, vieillot, décoré d'une médaille inconnue, annonçait un prêtre quêteur à coups de canne sourd.
Entre deux rêveries, Augustin pensa à Renan, le méprisa, fut hautain avec lui, décida que lorsque ses besognes scolaires seraient finies, eh bien, on verrait. Il subodora le retour de la fameuse question obsédante, celle de la vocation, celle de l'appel. Il remarqua la diction du vieux prêtre qui venait de prononcer en chair de très courtes paroles avec une articulation d'acteur. De cette froideur formaliste qui l'avait frappé dès le début de la messe, la cause était obvie. Un très subtil parfum janséniste fumait sous ses voûtes depuis 300 ans. À l'élévation, il se mit à genoux, à même les dalles. Quelques remords, un recueillement tardif, l'idée d'un temps perdu à rattraper, le saisirent et, encore une fois, l'inquiétude de l'appel. Il lui sembla impossible que Dieu voulût l'arracher au légitime attrait de cette force infinie qui le sollicitait. Le devoir était de vivre dans le présent jusqu'à ce que tout fût clair. Dieu ne se réfractait-il point dans l'œuvre de Dieu ? Son père rêvait, debout, un petit sourire sur sa figure fine. Son âme revenue peut-être au temps de l'action morale et de Paul Desjardins. À mesure que s'avançaient les heures, leur sensibilité à l'un et à l'autre baissait d'éclat et de flamme, exactement comme le jour. Augustin devait dîner le soir au lycée pour épargner le prix du repas. Ils allèrent, avant cette rentrée, payer l'hôtel. Le père trouvant intolérable le retour à une chambre d'où son fils serait parti, il préféra prendre en main la petite valise provinciale en toile grise et ils la véhiculèrent ensemble autour de l'énorme Panthéon. Ils ne se parlèrent guère plus. Aucun mot n'aurait pu décharger la millième partie de ces minutes gonflées. Parfois se faisait jour, non pas un soupir, mais une respiration audible, coupée d'étranglements et de ressauts, comme une petite cataracte. Une seule espèce d'entretien, les détails matériels. « Et toi, papa, où dîneras-tu » Il trouverait, près de la gare, du pain et du jambon à acheter. « Et cette valise, comment la porteras-tu jusqu'au tramway » Il prendrait son temps. Augustin, raidi, tendu, se sentait pris dans un corset étroit. Il y avait bien un moyen qu'on pouvait essayer, le jeu des récitations factices, des mots qui parlent d'autre chose. Ille etiam caecos instare tumultus saepe monet. Penser intensément, cela pouvait provisoirement réussir. D'autres détails aussi servaient, le fiacre, l'odeur de punaise, et même « tout ça, c'est des problèmes ». À côté de lui, proie d'une bien autre détresse, M. Méridier marchait, soumis mais chaviré, toute son âme en débâcle, ses habitudes bien-aimées cassées et mortes. L'enfant qui sentait cela ne sentait pas tout. Il faussait l'âme de son père. Il la faisait étroite. On parle de l'amour paternel ou maternel ? Peuh ! Qu'est-ce que ce mot « amour » ? Bien trop ampoulé et étriqué à la fois pour dire le don total, détaillé, raffiné, dans chaque fibre et dans la masse du cœur qu'un homme a fait molle et large, exprès pour que puissent s'y étirer à l'aise tous les mouvements de son enfant. À peu près tout ce qui restait valide de sa vie, le père le laisserait là, derrière la porte cochère de ce vieux lycée célèbre. Refoulé sur le trottoir, lui et la petite valise grise qu'il allait maintenant porter seul, son abandon matériel et moral serait palpable comme un corps. Bien sûr, il y avait, consolatrice, l'assurance que le petit ferait ce qu'il n'avait su faire lui, le pauvre homme. Bien sûr aussi, il restait ses autres enfants, mais que voulez-vous ? Cet amour a ceci de particulier qu'il foisonne autour d'un fils comme s'il existait seul. Et celui-là était le confident, l'intellectuellement, l'intimement préféré.
C'est plus tard qu'Augustin comprit ces choses, dans le détail des reconstitutions posthumes. Sur le moment, il ne sentit rien que le tendre et sauvage baiser d'une moustache mouillée. Le camarade en uniforme qui le guidait coupa court à toute explication d'état civil scolaire. « T'es en Cagne ? Moi aussi. » Il lui précisait la topographie nocturne. « Ça, c'est la cour Grand A, c'est notre cour. » Il dardait sur lui les charbons luisants cachés dans ses yeux à chaque bec de gaz rencontré. « Comment t'appelles-tu » finit-il par demander. Puis, sur sa réponse et l'indication de son ancien lycée, « Ah, c'est toi le prix de philo !» Ainsi, la vie de camaraderie, rude et insentimentale, dévora les restes de l'adieu. L'étude lâchait des hurlements par toutes ses fissures. Le nouveau venu y plongea en nageur. Augustin ne fit qu'ajouter un garçon long et maigre à la série des isolés sur la fange de cette houle. Le chemin du dortoir lui montra 1 heure plus tard d'autres corridors en pierre de taille, une autre cour dont il ne sut si elle était aussi dédiée à quelque majuscule, et ce même papillotement de gaz jaune que chaque tournant d'escalier passait au suivant comme pour un jeu. Dès qu'il connut l'horaire des classes, Augustin répartit son temps avec la joie de nouveaux mariés plaçant leurs meubles. L'immense travail ne lui avait jamais paru plus fraternel. Chez son père, il n'était que la meilleure partie de lui-même. Ici, il absorbait sa vie tout entière. Il était sa respiration, sa nourriture, ses amours. Augustin se languissait loin de lui. L'acquis grandissait automatiquement, tout seul, comme une fortune de millionnaire, et les professeurs étaient les comptables. La grammaire grecque de Coche, elle-même, engendrait de la joie. Augustin eut la chance d'en trouver une, d'occasion, pour 3,75 francs à un étalage de la rue Cujas. L'exemplaire sentait la poussière et l'anisette. Mais rien n'en marquait sur les beaux mots grecs en marbre jauni. Dans la prose, dans les vers où ils se trouvaient enchâssés, ils respiraient comme des statues sacrées auxquelles ils eussent appartenu. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.